Mbote jambo amos à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je nous vois vous tous, j'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette séance podcast. Aujourd'hui, l'objectif de cette séance sera assez rapide et clair, j'espère. Ça sera de vous réexpliquer ou de vous refaire comprendre à qui on a affaire. Je le dis toujours, on est dans un combat, c'est-à-dire la libération du peuple mélanoderme, du peuple qu'on dit noir, du peuple kamite, pour qu'il retrouve en fait son autonomie d'avant, pour qu'il retrouve sa capacité motrice, neuronale, physique d'avant qui ne dépendait de rien, qui savait exactement où est-ce qu'elle se dirigeait, qui connaissait son objectif, qui ne dépendait d'aucune vision religionnaire, d'aucune espèce qui que ce soit, qui connaissait son origine, qui connaissait l'existence de la création divine, qui comprenait ce que c'est que le divin, qui comprenait ce que c'est que l'innovation de la vie, qui comprenait ce que c'est que le respect du nétérou et le respect de la volonté du Créateur. L'objectif est donc que il faut que le noir apprenne à savoir qui est son ennemi pour mieux se prémunir. On va tous dans un combat qu'on ne maîtrise pas, avec des gens qu'on ne connaît pas et dont on pense que le peu qu'on a vu, le peu qu'on a observé de loin ou de près, et même de ce qu'on a vu de près, on n'a pas tout vu, fait en sorte que effectivement nous nous disons officiellement au fond de nous que nous connaissons ces gens, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas qui est-ce qu'ils sont et nous ne pouvons pas exactement savoir qui est-ce qu'ils sont, même s'ils se présentent devant nous comme étant des gentils chevaliers, etc. Chacun est face cachée, chacun sait ce qu'il montre à la caméra, chacun sait ce qu'il dévoile à tout le monde sait ce qu'il ne veut pas dévoiler, tout le monde sait ce qu'il veut dévoiler. Vous savez que dans la société, il faut avoir une bonne image, il faut avoir une bonne prestance, il faut bien se présenter, il faut toujours attirer à l'œil, il faut toujours être quand même assez discret, il faut avoir un certain type de comportement. Du moins, c'est ce que l'on croyait jusqu'à un certain niveau. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le noir qui est dans le combat panafricain, le noir qui est dans le combat kamite, le noir qui est dans le combat de libération du mélanoderme, les noirs traditionnalistes, les noirs qui sont nombreux dans les combats de mélanoderme, ne comprennent pas tous, c'est-à-dire ne comprennent pas techniquement, psychologiquement, mentalement, physiquement à qui ils ont affaire. C'est-à-dire ils savent globalement que bon, c'est l'Occident qui est le problème, etc. Donc l'Occident est l'énergie s'étiennent, qui doivent complètement tous être unis et lutter, mais encore, ils arrivent dans ce combat à ne pas bien savoir exactement quels sont les objectifs. D'autres se disent que c'est rien que les oligarques, que ce sont les oligarques occidentaux le problème, c'est eux qui foutent la merde, donc c'est fini, c'est que eux. D'autres se disent que c'est tous les occidentaux et on oublie les autres de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, on a peut-être des mélanodermes qui vivent dans la vision musulmane, qui voient que comme ils sont dirigés vers les Arabes, donc eux ils voient que en fait c'est les oligarques arabes qui sont les problèmes. D'autres vous disent que ce sont tous les Arabes. Et vous avez les mélanodermes qui sont penchés dans la partie des yeux bridés leucodermes et qui vous disent le problème ce sont les oligarques, les yeux bridés caucasiens et d'autres vous diront que ce sont les yeux bridés caucasiens qui sont les problèmes. Pareil avec ceux qui sont maintenant dans la vision des hindous. Et moi, le problème, c'est que bon, je ne peux pas dire clairement qu'un arabe n'est pas hindou. Moi, je vous ai dit, je lis les personnages, ils sont clairement tous dedans. Et donc, c'est pour ça que je ne fais aucune distinction. Mais bref, vous voyez ce type de personnes. Il y a par exemple, pour le cas de certains Éthiopiens, comme les Falachas, ils vont vous dire que le problème, ce sont les oligarques juifs. D'autres vont vous dire que ce sont tous les juifs. Donc, le noir est perdu, il est dispersé, il ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve, il se cherche des problèmes étranges et il ne comprend pas exactement quels sont ses problèmes. C'est-à-dire, ses problèmes sont dispersés et dans ces problèmes dont ils voient le problème global, ils arrivent quand même à vouloir faire des distinctions, peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être parce qu'ils ont épousé les leucodermes, peut-être parce qu'ils ont des amis, entre guillemets, qu'ils appellent leucodermes. Donc, du coup, ils sont un peu dans un approximatif, ils ne sont pas sincères, ils savent bien qu'il y a un problème, mais il faut quand même garder ce peu d'amitié, il faut quand même garder ce peu de connexion avec la leucodermie, sinon c'est terrible. Or, le mélanoderme
avant que le locoderme n'arrive, parce que son arrivée est très 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 récente dans l'univers, il faut toujours quand même que je rappelle ce petit coin, ce petit côté historique, parce que nous, on a l'habitude de ne pas vouloir se rappeler de l'histoire. Je ne sais pas ce qui nous arrive, pour ne pas vouloir un peu se questionner sur l'histoire. Donc, nous savons tous que l'arrivée du locoderme est très 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 récente, notamment à l'âge du bronze, qui est une ère, du moins qui est un moment assez particulier, parce qu'il est très 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 récent si on étudie bien l'histoire. D'autres le situent à 2000 ans avant notre ère, d'autres le situent à 4000 ans avant notre ère. Donc, avant cette époque-là, le mélanoderme vivait entre mélanodermes, et même s'il y avait toute une garnison colorimétrique de mélanodermiques, c'est-à-dire une teinte, pas une colorimétrie, mais une teinte de typologie mélanodermique, ce n'était pas pourtant un problème. Donc, des lectures que vous avez lues et que vous avez écoutées sur ma podcast channel, vous avez compris que depuis l'arrivée du locoderme, il y a une sorte de hiérarchisation de la couleur qui s'est fait. Effectivement, d'autres ont réussi même à aller faire ce qu'on appelle l'échelle de Broca. Donc, nous allons revenir sur l'échelle de Broca, qui est une structuration de la couleur. C'est-à-dire qu'il va du plus clair au plus sombre. C'est normal que ça ne va pas du plus sombre au plus clair, puisqu'on est dans une optique de domination. Donc, il faut que ça aille du plus clair au plus sombre, dans le clair-obscur. Comprenez très bien aussi pour ceux qui font les études d'art plastique, ou ceux qui l'ont fait, vous comprenez le clair-obscur. C'est-à-dire, on va de la lumière aux ténèbres. Et quand on dit qu'on va de la lumière aux ténèbres, c'est-à-dire, on va du côté locodermique jusqu'au côté mélanodermique, c'est-à-dire plus on se rapproche du noir, plus on entre dans les ténèbres, on entre dans l'obscurité, dans le moment qui fait peur, on entre dans l'ombre. Et d'où le noir est devenu l'ombre du locoderme. Comprenez? Or, en réalité, le locoderme a cette typologie colorimétrique parce que lui, il est né dans une situation obscure. Or, le mélanoderme, qui lui est né dans une situation de lumière, a cette colorimétrie, c'est-à-dire il a cette protection biologiquement génétique et naturelle parce qu'il est né sous une vision solaire, c'est-à-dire il est béni des rayons lumineux de Ra. Ra a illuminé le corps et a béni, et a transmis sa puissance que Imana a donnée au mélanoderme. Et donc, effectivement, ce sont des choses que, comme on est déjà aliéné, comme on est un peu perdu, c'est difficile à dire, on n'arrive même plus réellement à comprendre pourquoi est-ce qu'on est mélanoderme et tout ce qu'on veut faire, c'est être capable de chercher son locoderme, comme on dit souvent. Donc, nous sommes dans une situation où on est dispersé, on a des panafricains dispersés, on a des chaînes panafricaines ambiguës, c'est-à-dire, au départ, l'objectif était assez clair, après ça devient un peu ambigu, n'importe qui vient, n'importe qui sort, n'importe qui vient, n'importe qui sort, n'importe qui entre, ça devient le bar, c'est le open bar. Encore, je le répète, il y a des bars à l'heure actuelle-ci, qui sont interdits aux Noirs. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas clairement pourquoi est-ce que les panafricains sont aussi open bar. C'est-à-dire n'importe qui vient, des côtés super négrophobes viennent, des locodermes lambda viennent, tout le monde vient pleurer, tout le monde. Et le noir, il continue dans les discours ambigus, il parle des peuples. On se rend compte que les panafricains aujourd'hui parlent beaucoup plus des peuples des autres que les peuples africains. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un événement fort qui se passe en Afrique, dans le propre continent, dans le propre terre, dans le propre pays, ils n'en parleront pas, mais ils parleront plus particulièrement de la situation en Occident, de comment est-ce que les locodermes souffrent, de comment est-ce que les vaccins ont tué. Or, les vaccins des locodermes ont aussi tué beaucoup en Afrique ou dans les pays de Noirs. C'est dommage, mais c'est comme si en fait il y a un attrait, c'est-à-dire on découvre que même les panafricains qui disent être en hommage à Marcus Garvey, déjà même si certains sont en hommage à Marcus Garvey, on voit que beaucoup ont un œil orienté vers l'ouest, c'est-à-dire ils sont orientés à l'ouest, c'est-à-dire au soleil couchant. C'est pas pour rien que l'Occident, c'est quand même un égrégore des ténèbres, parce que c'est le lieu où le soleil se couche. C'est ça l'Occident, c'est-à-dire c'est l'avènement de l'obscurité. Donc l'objectif de cette séance est de vous faire rappeler ce que Carnegie avait dit. Parce que le noir panafricain, le noir kamite, parce qu'il y a certains kamites, j'ai l'impression qu'ils sont un peu zigzag. Il y a même, je ne sais même pas ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire qu'il faut être radical au lieu de dire, je ne sais pas, c'est-à-dire même ceux qui se disent traditionalistes, ils sont perdus, il y en a des traditionalistes corrompus, etc. Donc, on est dans un phénomène où des gens savent pas exactement ce qu'ils cherchent. C'est vrai, ils savent qu'ils veulent libérer le continent, mais on dirait qu'ils ne savent pas exactement comment libérer le continent,
ou est-ce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent libérer le continent. Donc, c'est un peu bizarroïde. Mais il est vrai que les choses se passent, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, des choses bougent petit à petit, ça bouge. Mais il y a encore beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'on ne va pas résoudre ces problèmes en un an, mais il y a la possibilité de faire le mieux que possible. C'est-à-dire, on a tous les moyens, on a des génies, on a des cerveaux, on a des enfants très intelligents, on a des personnes adultes très intelligentes, mais on ne sait pas comment les utiliser. On a un gouvernement de gens lâches, on a parmi les membres du gouvernement des gens qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ont peur, donc ce sont aussi des lâches. On a parmi la population des personnes qui sont lâches, on a parmi la population des gens qui sont courageux, certains sont même morts, certains ont été kidnappés, certains ont été vendus. Donc il y a des choses qui se passent et ce n'est pas assez clair, c'est-à-dire l'Africain n'est pas encore hautement sérieux et concentré dans ce qu'il veut faire. D'où l'objectif est de rappeler pour ceux qui vont suivre cette séance et ceux qui auront le courage de vouloir partager ma séance à la fin, parce que je sais que vous ne partagez pas pour beaucoup, vous n'êtes pas courageux au point de partager, ou peut-être que ceux à qui vous partagez sont paresseux, ou ils ont peur, ou ils ne trouvent pas ça intéressant, parce que si tu n'es pas intéressé par quelque chose qui parle de toi, ça veut dire qu'au fond, tu n'es pas toi-même intéressant. Il faut ne pas être intéressé, c'est-à-dire il faut aussi être quelqu'un de non intéressant pour ne pas s'intéresser à son continent. Vous voyez, les locodèmes s'intéressent à leur sort. Malgré la merde et les conneries que l'on raconte sur l'Occident, sur la France, les Français veulent quand même sauver encore le peu qu'ils veulent de la FR. Les Anglais, les Américains, même dans la merde, ils se disent « Make America Great Again ». Les Chinois, ils se disent que bon, ça en vaut la peine, ils sont quand même à un certain niveau. Mais au fond, on sait très bien que ces peuples-là, leur fin viendra tôt ou tard. C'est-à-dire chacun à leur degré, ça viendra tôt ou tard. Mais nous, notre problème, c'est que on n'a pas l'impression de s'en rendre compte. On n'a pas l'impression de comprendre à quel point ces personnages, parce que ce sont des personnages, sont hautement dangereux et à quel point et à quel prix est-ce qu'ils sont prêts à défendre les terres? À quel prix sont-ils prêts à ramener les terres au niveau où ils sont, c'est-à-dire ceux qui sont eux-mêmes là où ils sont, qu'ils soient individualistes ou pas, ils vont par tous les moyens tout faire effectivement pour redorer le blason. C'est ça que le noir ne peut pas comprendre et peut-être qu'il ne veut pas comprendre. On dit qu'on est gentil. Moi, je ne trouve pas qu'on est gentil. Je trouve que le noir, il est naïf. Il n'est pas complètement conscient de ce qui se passe. Il n'est pas complètement sérieux dans ce qui se passe. Il ne prend pas l'envergure de la situation à son contexte réel. Il ne prend pas complètement conscience de sa situation actuelle réelle et même du passé réel, parce que j'ai l'impression que beaucoup de Noirs ne savent pas ce qu'ils étaient avant, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont pu réaliser avant, ils ne se rendent pas compte de l'échec dans lequel la société locodermique nous a mis aujourd'hui, au point qu'on ne sait même pas défendre nos valeurs, au point auquel on n'arrive même pas à s'intéresser, mais pendant plus de 20 minutes, à ce type de chaîne qui essaye du mieux que possible de parler d'une certaine manière philosophique aux méanodermes. C'est-à-dire, les gens ne sont pas intéressés à des propos, à des traités, à des séances qui amènent un peu plus de sérieux, qui sont pris d'une certaine manière. D'autres aiment bien les gens qui se mettent en phase ou en effarie, je sais pas, ils se mettent dans des situations un peu comiques ou des situations comme si on était dans une comédie. On n'est pas dans une comédie, puisqu'on est dans une situation où les gens meurent, on est dans une situation où les gens sont désemparés, on est dans une situation où les gens sont prêts à la rigolade, les gens sont humiliés. L'Afrique a beaucoup été humiliée cette année. Je ne vais pas vous mentir que entre les histoires de la sorcière qui est morte d'Angleterre, entre nos idiots qui sont partis là-bas dans le bus, entre où es-tu maquis, t'es perdu dans la savane, entre les Arabes, entre les Maghrébins qui nous... C'est-à-dire, on sent qu'il y a une coalition entre les Chinois qui nous font des histoires de crédit, entre des gens qui ont toujours peur, des gens qui veulent toujours entrer en Corée du Sud, qui se font humilier. Même les Coréens vous disent, on ne veut pas vous voir, vous êtes toujours là. C'est-à-dire, le noir, j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'en rendre compte. C'est-à-dire, il ne veut pas se rendre compte de la réalité, en fait. Il délaisse son continent,
il part mourir dans la Méditerranée. Il est conscient qu'il mourra dans la Méditerranée, mais il y va quand même. Il connaît la situation de l'Espagne, mais ils se disent, on va quand même partir à Melilla. Les Marocains se moquent d'eux. C'est-à-dire, il y a des moments où ils font des petits jeux avec l'Espagne. Ils ouvrent la frontière, ils ferment la frontière parce que l'Espagne ne les a pas bien payés. Donc, ils s'amusent avec eux. Et le noir est conscient et il s'en contrebalance parce qu'il se dit que, de toute façon, j'irai en Europe. Après, il part en Europe, il dit que c'est pas comme ça qu'on traite des migrants. Et eux-mêmes se qualifient de migrants. Ils entrent dans un stéréotype. Vous voyez? Donc, il y a des choses, c'est navrant. C'est-à-dire, on part même, tellement on ne se prend pas au sérieux que on n'arrive pas à être sérieux sur la qualité d'invités que l'on amène dans nos plateaux dits panafricains, et etc. C'est-à-dire, on n'est pas sérieux, on n'est pas attentif, on n'est pas, c'est-à-dire, on fait véritablement pas attention. Pourquoi Poutine est encore vivant aujourd'hui? Parce qu'il fait attention. Il fait attention à qui l'entoure. C'est vrai qu'il a failli être assassiné et ces histoires, mais c'est quelqu'un qui est prudent. Parce qu'il connaît ses frères. S'il ne connaissait pas ses frères caucasiens, yeux bridés locodermes et arabes, j'en suis sûr, serait mort. Mais nous, on meurt parce qu'on ne veut pas savoir qui sont nos voisins. Et quand on s'intéresse même à notre frère, on s'intéresse à notre frère sur le fait qu'il va, oui ou non, nous tuer parce que le noir entre noirs, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça que le noir. Lui, il préfère et il veut conserver cette histoire du premier ennemi du noir, c'est le noir. C'est plus facile, c'est-à-dire, c'est plus facile pour lui d'être comme ça, en fait, de penser comme ça. Donc, c'est ça le problème du noir. Et donc, le locoderme le sait, c'est-à-dire, il vous a, en vous lâchant de la fausse sortie de la prison, donc de l'esclavage, sachant que vous avez perdu votre identité, on vous a lâché dans une situation non éducative de vous-même, de votre histoire, et donc vous êtes devenus des petits foot pawns, vous êtes devenus des marionnettes, des personnes amovibles, et même quand vous dites que vous voulez vous battre pour votre propre terre, vous ne vous battez pas pour votre propre terre, parce qu'en fait, vous ne connaissez même pas réellement l'histoire de votre propre terre. On a des gens qui se disent panafricains chrétiens, alors que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. Il y a des gens qui se disent panafricains musulmans, ça n'a rien à voir. Et il y a encore beaucoup d'ambiguïté. C'est pour ça que quand il y a des gens qui se disent kamites chrétiens, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'être kamite. Vous ne comprenez rien à votre histoire. Vous ne savez même pas où est le début, où est la fin. Et vous entrez dans des luttes, des combats. Vous ne savez rien. C'est-à-dire vous êtes devenus perdus. Vous êtes des pitiful pawns. Vous êtes des pions pitoyables. Et c'est terrible. Donc, on est dans une situation où le noir ne se connaît même pas lui-même. Et donc, par conséquent, ce n'est pas très étonnant qu'il ne connaît donc pas son adversaire. Tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas ton adversaire. Et tu ne pourras rien faire. Et tu ne sauras même pas à quel moment il est en train de te manipuler. C'est-à-dire, tellement il apparaît comme un ange devant toi que tu ne peux pas voir l'obscurité qui est en lui. Et c'est ça l'erreur de tous les noirs. Je dis bien tous les noirs, aliénés, pas aliénés, ils ont tous cette même vision d'erreur. Donc le noir, aujourd'hui, est devenu quelqu'un qui fait de l'approximatif. Il dit que c'est la faute des oligarques, il entre dans le jeu des locodermes, qui veut faire des combats de classe sociale, un combat pour se dédouaner, parce qu'à la fin, chacun va sauver sa peau. Oui, chacun va sauver sa peau à la fin, c'est-à-dire quand tous les oligarques mourront, les oligarques locodermiques, les prolétaires vont remplacer ces oligarques, parce qu'ils vont les remplacer. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup de mélanodermes ne le savent pas, mais tous les grands penseurs négrophobiaux de tous les pays locodermiques de la Terre ont été des gens issus de la classe, comme on dit, populaire. Ce sont des gens lambda qui se sont un peu, comment disons, étaient assez malins, qui effectivement ont développé ce type d'idées. On ne dit pas qu'il y avait aussi eu des nobles qui avaient ce type d'idées. Encore, les idées n'étaient pas assez puissantes comparées à des gens lambda. Il y a des gens lambda qui ont des idées qui dépassent les oligarques, c'est-à-dire il y en a qui dépassent, c'est-à-dire la capacité de nuisance dépasse l'entendement. Mais ça, le noir ne le sait pas parce que lui, il est dans une histoire farfelue. Moi, je ne veux pas être dispersée, je ne veux pas être farfelue. Les gens me disent que bon, c'est aussi pour que les locodermes se montent entre eux, mais j'ai envie de dire, vous ne les connaissez pas. Il y a des choses, ils peuvent s'entendre à la fin. Ils peuvent s'entendre à la fin.
Et ça, vous ne pouvez pas le savoir puisque vous pensez que... Bon, je vais m'arrêter là. Mais il y a des choses, vous ne savez pas. Vous ne le savez pas en fait. Donc, on va venir, c'est juste pour vous faire un petit rappel de ce que Kalegi disait. On va pas aller en profondeur, on va juste rappeler certains points qu'il avait dit. Et le reste, effectivement, je vous renverrai sur cette séance que j'avais fait. Mais c'est vrai, elle était tellement longue. C'était mes débuts encore. Elle était très très longue cette séance. Je pense qu'elle va vous ennuyer si vous êtes des gens trop pressés dans la vie. Si vous n'aimez pas les gens qui font quelques erreurs, parce que je bégaye souvent quand je parle. Donc, vous aurez du mal à suivre cette séance. Mais elle était quand même intéressante. Je disais des choses assez intéressantes que je ne vais pas reprendre ici. Mais le but ici, c'est juste de vous faire un peu, pour vous donner une idée. J'aime bien lire l'avant-propos de Kalegi. Pourquoi? Parce que cet avant-propos est assez clair. Et ce qui est malheureux, et ça nous montre aussi comment est-ce qu'ils sont entre eux. C'est-à-dire, Kalegi, c'était, vous l'avez compris, c'était un métis locodermique, donc moitié bridé, moitié caucasien. Et donc, effectivement, c'est un personnage qu'on a volontairement caché, masqué. Or, il a joué un énorme rôle dans l'histoire du redressement européen. Et effectivement, on l'a caché par rapport à ses idées pour masquer l'image d'une certaine Europe. On l'a mis de côté, etc. Or, il a fait partie du pilier de l'Union européenne et également le pilier de la Société des Nations, dont l'ONU. Donc, il faut comprendre que c'est aussi un personnage, c'est un peu comme votre histoire de Jacques Attali, etc. Donc, ce sont ces mêmes gens, les gens que vous appelez les sionistes, les Zion. Pour moi, tous ce sont les locodermes. Je m'en fous, je vous l'ai dit, les Zion, les sectes, les sorciers. Pour moi, tout ça, ce sont des entités sétiennes. Le locoderme, pour moi, c'est une entité sétienne qui ne veut juste pas le reconnaître. Voilà. Donc, on va commencer. Si vous n'êtes pas très intéressé par la séance, vous pouvez vous en aller. J'ai envie de dire, je ne crois pas que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de personnes et qui à la fin ne comprennent rien. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui ne comprennent rien, qui viennent se pavaner là en mode qu'est-ce qu'elle raconte. Si je raconte du n'importe quoi, allez-vous-en. Et effectivement, je suis pas là pour que tout le monde écoute. Je suis là pour que ceux qui ont une volonté, une destinée dans la compréhension puissent écouter, puissent développer, puissent dépasser mes pensées, dépasser ma logique, dépasser mon raisonnement, qu'ils aillent au-delà du raisonnement que j'ai pu avoir, qu'ils les interprètent au maximum et qu'ils m'éclairent même, etc. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand public. De toute façon, c'est vrai que l'objectif, c'est de dézombifier le noir, mais on ne peut pas avoir un grand public qui, effectivement, va reposer les mêmes questions, qui ne va rien comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai compris très très jeune. J'ai pas eu besoin de beaucoup de choses. Je me suis quand même instruite. J'ai eu la volonté de vouloir faire des recherches. J'ai eu la volonté de faire beaucoup de sacrifices. Il y a eu des choses qui ont été difficiles. Des décisions que j'ai dû prendre par moi-même parce que je me rendais compte que c'est vrai que je partais pas dans la bonne direction. Effectivement, il fallait renoncer à beaucoup de choses pour accepter cette réalité de l'histoire du noir. Parce que le noir ne peut pas avancer en faisant le double game si on veut avancer dans la réalité. Et on sait que les sacrifices seront faits, je l'ai déjà dit, on ne peut pas retourner en arrière. Lorsqu'on connaît effectivement l'histoire réelle du noir. Et donc, ceux qui veulent s'amuser, allez vous amuser. Moi, je suis quand même assez fière de moi parce que je suis quand même encore jeune. Et en étant jeune et comprendre ce qui se passe de notre histoire, moi, ça me motive et ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Et je suis fière qu'il y ait quand même beaucoup de jeunes africains comme moi qui ont décidé aussi de se battre, qui ont décidé de ne pas abandonner, qui ont décidé de devenir sérieux, qui ont décidé de faire beaucoup de sacrifices, effectivement, sur beaucoup de choses pour avancer. Peu de noirs, peu de jeunes noirs, peu d'Africains, peu d'adultes, peu de vieux, peu d'enfants sont prêts à le faire. Beaucoup veulent qu'on soit distrait et qu'on aille faire des trucs, etc. Donc, voilà. Allons-y. L'héroïsme est une aristocratie de la mentalité. L'héroïsme est autant apparenté à l'idéal aristocratique que le matérialisme l'est avec l'idéal démocratique. La démocratie croit bien plus en le nombre qu'en la valeur, en la chance, gluck, bonheur, qu'en la grandeur. C'est pourquoi la démocratie politique ne peut devenir féconde et créatrice que si elle démolit la pseudo-démocratie du nom et de l'or
pour, à sa place, donner naissance à une aristocratie de l'esprit et de la mentalité éternellement renouvelée. Ici, Carnegie, il nous parlait du fait déjà, l'héroïsme, c'est une valeur de l'Europe, des pays locodermiques, pas que de l'Europe, mais des pays locodermiques. Pourquoi? Parce que le locoderme se voit en tant que héros, en tant que sauveur, en tant que guide, en tant que lumière de la terre. Il s'est placé en tant que héros parce qu'il n'a pas d'histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire crée une histoire, invente une histoire pour se donner de la valeur. Donc, ils deviennent donc des héros, ils créent un système qui s'appelle l'héroïsme, qui met en valeur des personnages plus ou moins imaginaires, parce que certains sont réels, mais effectivement, comme un adage dit, le héros est nos bourreaux, et effectivement, puisque les héros des locodermes, ce sont les Bonaparte, Napoléon, ce sont les Charles de Gaulle, les trucs comme ça, qui pour nous sont nos pires adversaires, nos criminels, nos assassins, nos génocidaires. Effectivement, tous ceux qui connaissent de Gaulle, tous ceux qui connaissent Bonaparte, tous ceux qui connaissent Eisenhower, tous ceux qui connaissent Kissinger, Margaret Thatcher, toutes ces personnes, tous ces personnages, Gandhi, j'oublierai jamais Gandhi, il faut comprendre que eux tous ont joué un rôle grandissant dans la haine du mélanoderme et donc pour eux, pour les locodermes, ce sont des héros. On ne va pas aller retirer cette histoire, ça c'est les valeurs. Pour nous, qu'est-ce qu'ils représentent? Rien. Sauf pour les noirs aliénés, parce que si vous lisez Mantacide, effectivement, vous verrez que le noir aliéné dans son aliénation suprême commence même à idéaliser Hitler. Parce que bon, il trouve que Hitler, etc., et des gens comme Kissinger, etc., sont des gens à suivre, sont des modèles, des Jacques Attali, etc. Alors que pour nous, ce ne sont pas des modèles, ce sont des tueurs, ce sont des gens qui ne vivent que comme ça, parce qu'ils savent que s'ils n'avaient pas créé ce système génocidaire, ils ne seraient probablement pas, c'est-à-dire la société occidentale, locodermique, asiatique, ne serait pas potentiellement au stade dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc, il dit ici que l'héroïsme est autant apparenté à l'idéal aristocratique. Donc, si l'héroïsme est un idéal aristocratique, ce qui n'est pas potentiellement vrai, parce que l'aristocratie, c'est un modèle, comme je le dis bien, les gens ne savent pas très bien ce que c'est que l'aristocratie. Les gens, pour eux, l'aristocratie se limite aux gens qui sont riches. Quand on voit la définition de l'aristocratie, c'est une sorte de classe, c'est-à-dire c'est une subdivision d'une société qui se regroupe en plusieurs parties. Il y a des gens, des intellectuels, il y a des gens du peuple, il y a des gens, sont des gens qui partagent un certain type de valeurs et qui sont doués dans un certain type de domaine. Également dans l'aristocratie, on a les noblichards, donc on a les gens qui sont ce qu'on appelle la classe des richards. Or, comme j'ai déjà dit, le fait d'être noble ne veut pas forcément dire que vous êtes riche. Il y a la noblesse d'esprit qui peut être faite même si vous n'avez pas du matériel. Donc, ce sont des mots, bon, Locodème a son vocabulaire, il a sa manière de définir l'univers qui va avec son contexte à lui, avec sa manière de vivre, avec son idéologie de vie. Effectivement, vous devez le comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre de quoi est-ce qu'ils parlent. Quand ils parlent souvent de leurs globalistes, etc., vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Vous vous dites, oui, ce sont les globalistes, vous répétez tout, et vous répétez tout comme des idiots. Vous devenez les perroquets. Or, le perroquet n'est pas idiot. Lui, c'est sa fonction. Mais vous en tant qu'espèce première de la vision d'Imana, vous répétez des choses que vous ne savez pas. Vous dites ce sont les sionistes, les Zion, des Zion. Ce n'est pas une histoire des Zion. C'est vrai qu'ils se sont divisés en plusieurs groupes. Mais ce n'est pas une histoire des Zion, puisque à la fin, qu'ils soient des Zion, satanistes, Skelon, je ne sais plus quoi, à la fin, ils se rejoignent sur une même idéologie. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Il y a une idéologie finale. Il y a une idée finale. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se distinguer en famille sectaire, certes. Mais à la fin, il y a la vision globale. Et c'est ça le problème. On ne comprend pas la vision globale. Donc, on revient quand même sur le texte. Donc, l'idéal démocratique pour lui, c'est-à-dire l'héroïsme, est autant apparenté, comme il dit, à l'idéal aristocratique, qui, bon, pour lui, ça a un sens, mais pour dire vrai, ça n'a pas de sens. Et ici, il essaie de différencier l'aristocratie du matérialisme. Puisque l'aristocratie, je vous ai bien dit que, bon, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, je ne vais pas revenir pour éviter que la séance soit un peu trop dans le bavardage.
Et donc, le matérialisme qui est l'apanage du matériel, c'est-à-dire on amasse des objets, on amasse des richesses pour amasser et pour amasser parce qu'on est féru de tout ce qui est matériel. Vous voyez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs matérialistes qui ne le comprennent pas. Donc, l'idéal est assez démocratique parce que la démocratie, c'est une valeur locodermique, c'est-à-dire, entre guillemets, ils disent que c'est l'histoire du peuple pour le peuple. En fait, la démocratie, c'est une entourloupe, c'est du sophisme mental, c'est une manière d'hypnotiser l'esprit qui essaie de montrer qu'à chaque fois, le peuple doit, alors qu'en fait, le peuple ne décide de rien et le peuple, en fait, lui-même participe à sa chute et à son hypnotisation parce que eux-mêmes également ils savent que ce n'est pas une histoire où tout le monde y est, c'est une histoire qui est prise par une certaine vision. Il faut être rusé, il faut être malin, il faut être sournois pour arriver à la hauteur. La démocratie n'existe pas, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la sournoiserie à sa plus grande ampleur. Il faut être très 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 malin. Vous pouvez être élu président même si vous ne sortez pas de grande famille, mais vous êtes opportuniste, vous connaissez le moment adéquat, vous connaissez la situation adéquate et vous y foncez, c'est-à-dire quand vous voyez l'ouverture qui se fait, vous profitez et vous prenez effectivement le game. Pour dire vrai, bon, Carnegie étant noble, il avait une certaine vision, une certaine valeur, mais pour dire vrai, lui-même c'était un opportuniste, il a profité de plusieurs situations pour arriver à sa vision actuelle. Et la démocratie, eux seuls savent ce que c'est-à-dire ils savent que c'est pas une vision politique stable, c'est-à-dire c'est une vision de l'instabilité, c'est une vision septième et tous les noirs qui vont vous parler de la démocratie, en fait, je pense que eux ils ont certains problèmes mentaux et ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas les systèmes structurels et sociaux de leur propre société. Ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont tous dit ce n'est pas démocratique, alors qu'en réalité, Kama Kachopa a vécu pendant plus de 5000 ans, 6000 ans, sans cette connerie qu'on appelle la démocratie. Et dès qu'elle est venue en Afrique, il y a eu un désordre qui n'a pas, un désordre de haute ampleur. Donc, c'est pas notre système, ça, pour la démocratie. C'est le désordre. Et c'est vrai, c'est le désordre et ça attire la corruption. Ça attire la corruption, ça attire la faiblesse. Et donc, ça, ce n'est que, effectivement, une vision qui n'est que possible que dans son échelle de vie, son échelle locodermique, son échelle de pensée. C'est pourquoi la démocratie politique ne peut devenir féconde, créatrice que si elle démolit la pseudo-démocratie du nom et de l'ombre, du nom et de l'or. Parce qu'en fait, la démocratie réelle, c'est une histoire de nombres, c'est une histoire de chiffres, je l'ai déjà dit. C'est une histoire de... Il faut qu'il y ait des followers. Je l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire, c'est comme les abonnés à une chaîne. C'est comme les influenceurs. Disons que la démocratie, c'est ça. On a un influenceur, on va prendre quel type d'influenceur? On va prendre par exemple les BTS. Voilà, les BTS. Pourquoi est-ce que je prends quelqu'un de la K-pop? Vous allez me dire, oh là là, bon, moi je suis dans mon temps, hein, donc j'ai envie de dire, voilà. Donc on va prendre quelqu'un de la BTS. On va se dire la BTS. BTS, le groupe coréen, est un candidat démocrate. Pour que BTS continue son influence, c'est parce qu'il a trouvé les méthodes et les moyens d'entourlouper, d'attirer, de séduire. Comment est-ce qu'il séduit? Effectivement, vous regardez tous les clips coréens, du moins peu d'entre vous regardez les clips. Je sais pourquoi j'ai pris des locodermes. J'aurais pu prendre le mélanoderme qui est millionnaire sur TikTok, là, j'ai oublié son nom. Mais j'ai décidé de ne pas le prendre, je sais pourquoi. Donc, BTS de ce groupe coréen, coréen très célèbre, donc est un candidat démocrate. Et donc, ils attirent la popularité par rapport à leur style. Effectivement, ce sont des copieurs, puisque c'est comme la démocratie qui a dû s'inspirer un peu des éléments mahathiques, etc., pour former leur régime politique, leur mode de vie, leur sorcellerie locodermique. Et donc, c'est un peu pareil. BTS
Et vous savez très bien que les Coréens copient les Noirs et copient les Afro-Américains en particulier, mais certains même aussi vont copier des clips africains, puisque d'autres copient même de l'afrobeat. Effectivement, qui remasterisent comme les religions, etc., qu'ils essaient de remasteriser en vision leucodermique ou en vision coréenne pour que ça passe, etc. Donc, ils influencent, ils ont une sonorité très américanisée. Il y a de l'influence caucasienne, puisqu'ils sont également aussi, ce sont des aliénés. Et il y a une forte inspiration de la mélanodermique, un peu comme Blackpink. Donc, on va dire que ce sont ces types de candidats démocrates. Et donc, ils savent que, effectivement, par leur fanbase et par un sponsoring puissant, effectivement, ils savent qu'avec une publicité de haut niveau, avec une présentation, avec une insistance perpétuelle, ils vont amasser des gens. Et donc, ça, l'amassage qui s'appelle donc les followers, l'amassage effectivement de ces personnes, de ces êtres-là, vont donc compter dans le chiffre. Et donc, c'est ce qu'il dit en étant que la pseudo-démocratie, c'est le nom et l'or. Et effectivement, il est vrai que c'est le nom et c'est l'or. Dès que tu dis BTS quelque part, dès que tu dis BTSS, il est sûr que les algorithmes vont commencer à faire des liens et ça va peut-être plus ou moins approfondir ta visibilité, puisque tu as dit le mot de la personne qui est la plus reconnue, c'est le nom et c'est l'or. Et chaque fois que tu prononces le nom, il y a des chiffres, il y a des chiffres, il y a des chiffres, puisque voilà. Donc, cette démocratie, cette typologie de démocratie qui attire des gens qui ne réfléchissent pas, qui attire des gens sans cerveau, et donc effectivement, c'est une fausse démocratie, du moins c'est ce qu'il dit pour lui. Et effectivement, donc BTS également, c'est un groupe pantin, effectivement, qui fonctionne parce que il emmagasine plusieurs égrégores qui, effectivement, en remasterisant la sauce coréenne du Sud, permet donc la visibilité, etc. Et donc, effectivement, comme les Coréens, comparés aux Noirs, savent se soutenir, donc ils sauront faire en sorte que leurs chanteurs puissent avoir des millions de vues, c'est-à-dire ils peuvent avoir 12 millions de vues en une journée, comparé à un chanteur africain qui va trimer pour avoir même 1 million de vues. Ça va peut-être mettre 2 ou 3 ans parce que le noir ne sait pas se soutenir. Et vous verrez les mêmes noirs là-bas, allez voir les BTS, allez voir les Blackpink. Or, les Blackpink reprennent leur méthode et les Blackpink n'avoueront pas qu'en fait, ils font comment on appelle ça? Le vol culturel, là, j'ai oublié comment, l'appropriation culturelle. Voilà, musicale et même dans la typologie de la danse, parce qu'il y a des manières quand ils dansent, c'est très afro-américanisé. On aimerait bien que la Corée du Sud s'inspire de sa qualité à elle, mais la Corée du Sud perd en culture et elle va se perdre. Il est vrai qu'il y a encore des choses qu'ils ont, mais au fur et à mesure, dans la voie où ils sont en train de partir, bon, là je m'en fous. Donc, c'est de ça dont il parle. J'espère que cette illustration vous a permis de comprendre un peu ce que Carnegie essaie de dire dans cette histoire du nom et de l'or. Et donc, il veut que, comme il dit, pour à sa place donner naissance à une aristocratie de l'esprit et de la mentalité éternellement renouvelée. Donc, il veut changer cette histoire du nom et de l'or, de l'amassage de followers idiots, parce que ces followers ne réfléchissent pas. Parce que, vous savez, les gens vont tous vous dire, on veut un autre président, on veut la démocratie. Vous savez, comme c'est entré dans leur cerveau. Donc, ils n'arrivent pas à réfléchir, etc. C'est comme lorsque toi, Dera veut changer la constitution et il a raison de vouloir la changer. L'instance, c'est-à-dire la cour, j'ai oublié, du Sénat, je ne sais pas quoi, refuse parce que ces gens sont corrompus. Ils veulent toujours qu'on garde des connards. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir un représentant à vie. J'ai envie de dire, s'il est là pour représenter nos valeurs, qu'il y reste même toute sa vie, moi je m'en fous. C'est-à-dire, si Paul Biya gérait bien le pays, je m'en fous qu'il reste jusqu'à sa mort. J'ai envie de dire, je m'en contrebalance. Mais il y a des panafricains qui vous parlent de démocratie. Est-ce qu'ils sont normaux dans leur tête? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que ce système. Donc, Carnegie dit qu'il veut remplacer ce système, qui est le même système, c'est-à-dire il veut inclure dans la démocratie des valeurs aristocratiques. Donc, en fait, il ne change pas le phénomène, il garde le même phénomène, juste qu'il veut le rendre un peu plus aristocratique. Mais là, il est dans une catégorie où il voudrait plus la placer dans un terme de laisser les aristocrates, dans les gens du rang social de noblesse,
plutôt diriger la chose. On entre maintenant dans une logique d'esprit, donc on est dans une réflexion, donc on est dans une démocratie spirituelle qui va un peu devenir une sorte plus tard de religion, puisque les gens se disent démocrates et ils prient à la démocrate. Et donc, ça sera une démocratie à la fois spirituelle, ça sera une mentalité, une way of life, une manière de penser qui sera éternellement renouvelée. Donc, c'est-à-dire, chaque fois, on va pouvoir innover pour la faire garder en fait. On va innover sur cette vision démocratique pour la faire conserver au fur et à mesure. Effectivement, il nous rappelle toujours ces grands héros et ces grands visionnaires qui sont pour eux les Platons et les Socrates et tous ces connards. Donc, effectivement, vous voyez très bien qu'ils ont une vision centrée sur leurs problématiques, centrée sur leur vie. Ils ne décident pas de phénomènes comme cela de façon hasardeuse, qui n'est pas centré sur le phénomène. Tout est centré sur le phénomène, sur leur manière de vivre, sur leur compréhension de l'univers, sur leur décryptage de l'univers. Et c'est ça qu'on a oublié, c'est ça qu'on a perdu effectivement avec les siècles. J'espère que vous me comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je dis, j'espère que vous arrivez à comprendre ce qui est dit. C'est pas un livre pour tout le monde, mais je vous invite quand même à le retrouver. Le mieux, c'est d'avoir ce livre en version allemande parce que la version française, vous savez très bien, c'est pas évident et elle dénature un peu les phénomènes. Donc, ce serait aussi intéressant que vous ayez la version allemande, fortement recommandée. Donc, il dit, ce n'est donc pas par hasard si Platon était en même temps le prophète de l'aristocratie spirituelle et de l'économie socialiste. Donc, vous vous rappelez très bien que là, on entre particulièrement dans tout ce que je vous avais déjà présenté du socialisme, etc. Je vous ai dit que la démocratie, c'est un système aristocratique. On peut même dire que l'aristocratie et la démocratie, c'est la même chose. Et la démocratie, c'est le républicanisme. C'est la même chose, c'est-à-dire, quand tu es démocrate, tu es républicain. Mais je vous ai dit que comme on est dans une comédie, donc effectivement, le républicain doit faire en mode il affronte les démocrates doivent faire en mode il affronte les républicains, mais au final, les deux travaillent pour le même game. L'aristocratie, c'est une sorte de républicanisme, mais qui se la joue d'une certaine manière. Effectivement, la démocratie est une aristocratie, mais effectivement qui se la joue d'une certaine manière. Je vous ai dit donc que le socialisme est ce qui a créé le communisme, et donc il faut comprendre que ce sont ces éléments qui sont toujours ensemble. Et donc, comme on sait que la démocratie et le républicanisme est égal au capitalisme, donc pour dire vrai, on se rend effectivement compte, comme je disais maintes fois, qu'il s'agit du même système. Platon, effectivement, qui est l'apanage, c'est une référence, c'est une étoile star de l'Occident, effectivement, il dit bien, c'est le maître à penser, c'est le maître spirituel de l'aristocratie spirituelle, et donc du socialisme, de l'économie socialiste, donc de l'économie, on revient, vous comprenez très bien, donc de l'économie socialisme, le socialisme qui est donc de la démocratie qui est dans le républicanisme, le républicanisme qui est donc du capitalisme. Vous voyez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens aiment Platon, beaucoup d'Africains, quand ils disent qu'ils aiment la philosophie, comme Achille Mbembe. Achille Mbembe il aime beaucoup la philosophie, c'est un philosophe, il aime beaucoup la philosophie occidentale. Donc, ce monsieur, il a une vision, il a une vision perdue. Il est démocrate, Achille Mbembe. Il est envoyé récemment par l'Occident pour faire son programme de démocratie. Il a dit qu'il était inquiété effectivement de la situation qui se passe, notamment au Burkina Faso, parce que c'est une situation qui va entamer encore un détachement en plus des pays francophones contre l'AFR. Donc il a en mission, etc. Donc on voit que les choses deviennent de plus en plus claires. On voit que Platon, effectivement, il a joué un rôle clé dans le capitalisme. Au-delà de tout ce que Carnegie raconte de son blablatage, on voit au-delà de tout que Platon a joué un immense rôle dans le capitalisme. Or, si vous dites ça à quelqu'un, à un locoderme qui aime, parce que les locodermes, ils aiment leur histoire, ils vont vous dire, mais tu es malade mental. C'est pour vous dire que, en fait, vous n'avez pas la même vision que eux, il faut l'accepter. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter ça. Ils veulent se dire qu'ils ont
ils ont une noblesse d'esprit. Il faut laisser ces histoires-là. Platon, c'est une image, c'est un maître, c'est un guide spirituel des locodermes qui a également joué en grande partie dans la vision démocratico-capitalistienne. Peu de savent. Platon n'était pas non plus un bon élève. Bien qu'il soit allé en Égypte, en Kémet, les enseignements et même les enseignements que les scribes ont pu lui donner, il n'a pas su bien les retranscrire puisqu'il est venu avec son histoire de démocratie, il est venu avec son histoire de conneries. Ça veut donc dire que personnellement, il n'avait rien compris. Et donc, quand vous ne comprenez rien, il est sûr que vous avez créé un système du rien. Et c'est dans le système du rien là qu'on est en train de voir. Et c'est pour ça que partout en Afrique où il y a la démocratie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. La démocratie ne fonctionne même pas non plus en Europe. Elle ne fonctionne même pas en Occident. Elle ne fonctionne même pas dans certains pays asiatiques qui ont adopté ce système. Vous voyez? Donc ça, c'est leur pensée en fait. Tout noir qui va vous parler de démocratie, il ne va pas bien dans sa tête. Lui-même, il ne va pas très bien dans sa tête. Ça prouvera effectivement que le programme a été exceptionnel. Donc, il dit ici, l'idéalisme ascétique du Sud s'est manifesté en tant que religion, l'idéalisme héroïque du Nord en tant que technique. On reviendra plus tard sur ce qu'il a dit ici. Pourquoi? Parce que c'est grave. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on ne connaît que l'Afrique. On connaît que l'Afrique en tant que... parce que le Sud, quand il parle de Sud, il parle des terres de peuplade. Et donc, quand il parle des terres de peuplade, c'est-à-dire il parle des sous-classés. C'est vrai qu'on était plutôt, si on va dans le contexte global, il y a aussi tous les pays qu'on appelle Indochine, etc. L'Afrique et l'Amérique latine qui étaient des pays sous-classés en fait. Donc, qu'on appelait les pays du Sud. Et donc, ces pays du Sud étaient reconnus pour être des pays où la soumission était faite. Et donc, comme ils sont soumis dans les pays du Sud à cette époque-là, ils ne voyaient qu'en cette vision de la vision religionnaire, c'est-à-dire Henri, Jésus va venir les aider, etc. Et le Nord, qui est l'Europe, les Amériques, c'est le lieu des héros, c'est le lieu des penseurs, c'est le lieu des techniciens. C'est ce que je veux dire. Il dit ici encore, en effet, la nature était au Nord un défi adressé aux humains. Les autres peuplades se sont soumises. L'Européen s'est emparé de ce défi et a lutté. Il a lutté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort, stark, pour soumettre la terre. Il a lutté jusqu'à contraindre à son service la nature même qu'il avait défiée. Donc on entre ici au cœur maintenant du sujet. C'est pour ça que j'aime lire cet avant-propos. Je doute qu'il y ait des panafricains qui aient lu ce livre. Et ce livre, c'est un livre de chevet pour beaucoup de locodermes. De toutes les classes sociales, du moins ceux qui ont pu avoir ce livre. Il y a tout un vocabulaire négrophobial ici, particulier, codé effectivement que peu comprendront. Il dit en effet, la nature était au Nord un défi adressé aux humains. Le locoderme se voit comme un héros. Et c'est l'humain, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le locoderme, lui, c'est l'humain. L'humain se détache du reste des espèces de la Terre. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, le mot humain, moi, je n'en veux pas. L'humanité, vos histoires là, moi, je n'en veux pas. Les animaux, ce mot qui est bizarre, je n'en veux pas. À la limite, moi, je préfère que nous, les Noirs, on s'appelle les Kamites. Pourquoi les Kamitou? C'est le pluriel. Pourquoi? Parce que c'est mieux, on sait qui on est là. On sait qui on est. Ou les mélanodermes. Parce que ça, cette histoire des humains, c'est comme si par moment on a l'impression qu'il n'y a que ça. Comme les gens disent la Terre, la planète de l'humanité, c'est pas une planète de l'humanité. Et les autres espèces, elles sont où? Pour moi, l'humain, ce mot est créé, c'est-à-dire dans son langage locodermique, uniquement pour les types locodermiques. Uniquement pour eux. Pourquoi je dis locodermique, j'aurais pu bien dire caucasien. Parce que Kareli, il est moitié japonais, il est moitié autrichien, et malgré tout ce qu'on peut dire, il ne considère pas que les terres telles que le Japon, etc., soient des sous-terres. Bien que vous connaissez un peu l'histoire à cette époque du Japon,
mais il ne considère pas la chose ainsi. Et il le dit bien même que ce sont des terres qui ont une histoire riche, une richesse historique et une richesse historique, une richesse matérielle, ça une richesse spirituelle. Comparé à ces autres-là, là-bas en bas, en fait. C'est ces peuplades mélanodermiques. Il donne et il y met la valeur à sa terre. Sa mère, Mitsuko, elle a donné à tous ses enfants une éducation qui les centre quand même au Japon. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'ils aiment le Japon. Bien que tous ses enfants soient tous allés épouser des Caucasiens, ils aiment le Japon et qu'ils défendent le Japon et que chaque fois qu'ils parlent du Japon, ils y parlent en bien, ce qu'ils ont fait effectivement. Pas comme nous, les Noirs, quand on parle en couple mixte, on raconte des choses bizarres sur l'Afrique, bizarres sur les Noirs, complexés que nous sommes. Donc, ici, on peut même dire qu'on peut même aller loin. Il rattache, quand il parle du Nord, il rattache même le Japon au Nord. Et tous les pays qui sont comme le Japon au Nord. Et donc, c'est eux-là qui s'appellent les humains. C'est eux qui s'appellent les humains, en fait. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il dit qu'en effet, la nature était au Nord un défi adressé aux humains. Donc, la nature est un ennemi du locoderme. C'est l'ennemi du locoderme. C'est l'ennemi des peuples du Nord. Donc, ils ont déjà qualifié la nature d'ennemi. Comme Darwin. Et vous lirez Zarathustra, vous allez trouver cette même ligne directrice dans la pensée. Zarathustra parle de la même chose. Ils ont défié la nature qui était pour eux une situation ambiguë, compliquée. Humboldt disait lors de son voyage en Amérique latine que la nature était sauvage, dangereuse, etc. La nature n'est ni sauvage ni dangereuse, etc. C'est le locoderme, c'est le caucasien qui est dangereux pour la nature. Et comme il ne comprend pas la nature, alors, pour lui, la nature devient automatiquement un ennemi, parce que pour lui, tout est ennemi. Je vous ai dit, les gens insecures créent l'insecurity. Les gens insecures créent l'insecurity. Et ils créent l'ennemi, ils créent le danger, ils créent le mal, ils créent les problèmes. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils créent le danger, ils créent le mal, et ils disent que c'est les autres le mal. Donc, ces gens-là, qui disent que l'homme est le loup pour l'homme, en fait, ce sont des gens qui sont même des loups. Et ce sont des gens qui sont dangereux. C'est le dangereux qui crée le danger. Quand tu n'es pas dangereux, tu ne crées pas de danger. Mais le dangereux crée le danger. Et si donc le locoderme dit que la nature est le défi aux humains, et les humains dont il parle sont les locodermes, ça veut dire que c'est le locoderme qui a créé la nature en tant qu'adversaire, alors que la nature n'est l'adversaire de personne. De personne. De personne. Ouais, man versus wild. Man versus wild. C'est ça. Le locoderme crée un danger, un ennemi imaginaire qui devient réel parce qu'il a créé cet ennemi imaginaire. Donc, nous sommes devenus l'ennemi imaginaire du locoderme. À force, on est devenu réellement son ennemi parce que c'est lui qui est notre ennemi en fait. Parce que c'est lui qui voit le danger. Et il voit le danger parce qu'il est le danger. Il est dangereux et il est le danger, alors il va créer le danger. Il va créer le problème. Et nous, on ne veut pas comprendre. Quand les autres parlent de globalistes, etc., qui est globaliste? Est-ce qu'eux-mêmes, dans leur secte, ils s'appellent globalistes? Est-ce qu'ils s'appellent globalistes? Je ne sais pas. Moi, je me pose des questions. Peut-être même que c'est à force des histoires bizarres, vous voyez, comme les histoires de Zion. À force, eux-mêmes aussi ont dit, bon, pourquoi pas on s'appelle aussi Zion? Parce qu'il y a des rumeurs bizarres qui sortent sur des gens et les gens finissent par s'appeler comme ça. On ne dit pas que ces gens n'ont pas des pensées obscures. Mais peut-être il y a aussi des rumeurs qui font en sorte que des gens deviennent, c'est-à-dire prennent des noms d'une congrégation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que ces gens n'existent pas. Hein? Je ne suis pas en train de dire que ces gens n'existent pas. Je suis en train de dire que
Il y a des gens, par exemple, il y a des gens à qui on a octroyé des noms alors que eux-mêmes ne sont pas au courant qu'on les appelle comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la même chose. Donc le Lokoderm ici se voit en tant que héros. Il doit sauver la Terre. Il doit sauver l'univers du défi qu'est la nature. Parce que la nature est un monstre qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'effectivement il faut maîtriser. Pourquoi? Vous savez que le Lokoderm vit, je vous l'ai déjà expliqué, il vit à travers des imaginaires. L'imaginaire était la seule chose qui a sauvé le Lokoderm. Et en créant des héros, les héros qui sont des personnages hors du commun, donc au fur et à mesure, il a fini par se dire que il avait un rôle à jouer. Tellement sa vie n'a aucun sens, qu'il s'est dit au final, je vais créer un univers. Un univers où je vais avoir le rôle principal. Parce qu'ils ont compris qu'en sortant des grottes de Caucase, ils n'avaient rien. Ils n'ont rien créé. Des empires étaient déjà là sur place. Et enragés, tueurs, ils ont tué, ils ont pris la place et tout. Maintenant, comment est-ce que l'univers allait se rappeler d'eux? Est-ce que l'univers allait se rappeler d'eux en tant que des tueurs? Alors, le psychopathe, le malade mental, le dégénéré génétique a décidé d'inverser l'histoire. Pour ne pas jouer le rôle de l'assassin, du génocidaire, il a décidé de devenir un héros. Il a décidé de se dire que, en fait, c'est ces gens-là qui étaient les fautifs. C'est ces gens-là qui étaient les fautifs. Et moi, j'ai rien fait, j'avais juste faim. Mon groupe et moi, on avait faim. Mon groupe de Lokoderm, on avait faim. Alors, on a tué ces gens, en fait. Et donc, on a tué ces gens bizarres, noirs. Et voilà, les choses sont faites comme ça. Et à force de se parler à eux-mêmes, ils se sont dit, ça les donnera une très belle image, une très belle figure. Alors, ils ont donc créé ces héros. Ces héros imaginaires qui vont donc raconter leur histoire de crime en histoire joyeuse pour leur bonheur et pour faire en sorte que leurs enfants n'aient pas honte d'eux. La preuve, vous parlez de tous les héros lokodermiques, aucun Lokoderm n'a honte. C'est-à-dire, bon, sauf s'ils connaissent l'histoire, mais aucun n'a honte parce que ça fait la fierté. Maintenant, si on va dans l'histoire réelle, on voit que ces héros, entre guillemets, sont des assassins. Donc, on a des gens qui veulent jouer des modèles. L'Occident veut jouer un modèle. L'Orient veut jouer un modèle. Mais quel type de modèle? Et les Latinos veulent aussi jouer des modèles. Mais quel type de modèle? Des modèles qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils ne peuvent pas jouer autre type de modèle que des modèles fabriqués. Et donc ce sont ces modèles fabriqués qui deviendront des valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens les prennent en modèle. Si on demande à un noir de vous citer quels sont les grands inventeurs, ils vont vous citer des Lokoderm, Thomas Edison, etc. Or, j'ai fait des séances où c'est vrai que faut que je m'y remette, où je parle des inventeurs noirs. Mais est-ce qu'ils savent que c'est un noir qui a créé l'ampoule à combustible? Non. Non, ils ne savent pas. Bon, du moins, ceux qui ne veulent pas chercher ne le savent pas. Le papier, c'est le noir qui a créé le papier. Mais beaucoup ne le savent pas. Les premières transfusions sanguines, etc. Peu de gens savent que ce sont des noirs. Les gens sont dans des modèles lokodermiques et ils vont y rester et ils y resteront parce qu'ils sont enfermés dans ce type de modèle. Et donc, c'est ce que les Lokoderm ont réussi à faire. En se plaçant en héros, nous, on est devenus des modèles, des déstandardisés, et eux, ils sont devenus des standards et des modèles. Et c'est pour ça que les Noirs veulent ressembler au Lokoderm, parce qu'ils sont tombés dans le piège du Lokoderm. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la roue tourne, et vous le savez, vous le sentez, vous le voyez. C'est-à-dire, il y a une vibration dans l'air qui vous permet de sentir, de voir que les choses sont en train de changer. Donc, la nature est un défi pour eux. Et ils disent que les autres peuplades, voilà, c'est là où ils commencent à parler des autres. Quand ils parlent des autres, ils parlent de nous. Quand ils parlent des autres, ils parlent de nous.
Mais ce qui est drôle avec l'Occident, c'est que quand ils ont besoin des matières premières, ils viennent voir les peuplades. Mais quand ils veulent jouer leur garden, vous avez suivi ce monsieur à l'ONU ou je ne sais pas quel représentant, il a dit que le Western place is a garden of the world. Quand il veut jouer les gardiens, alors il se rappelle que oui, nous sommes les humains. Dans les humains, on n'est pas là. Le mot humain n'est pas destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné à tout le monde. Donc, il dit les peuplades se sont soumises. C'est là qu'on commence à parler des mélanodermes et autres espèces de la Terre. Et il dit, l'Européen s'est emparé de ce défi et il a lutté. Il a lutté parce que c'est lui seul qui peut lutter en fait, jusqu'à devenir fort, stark, pour soumettre la Terre. Donc le locoderme a pris en ennemi la nature. Et donc, il veut soumettre la nature. Il veut imposer ses règles à la nature et il va aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne savez pas qui sont ces gens. Ils vont aller jusqu'au bout. Et si Kalonji parlait ainsi, c'est parce que lui-même, il connaît ses frères. Déterminés jusqu'au sang. Mais c'est nous qui ne les connaissons pas. C'est nous qui les minimisons, c'est nous qui les sous-estimons, c'est nous qui pensons qu'on est tous dans le même bateau. On n'est pas dans le même bateau. John Henry Clark avait raison. Le noir n'a pas d'amis. Et je ne sais pas combien d'entre vous vont le comprendre. Je ne sais pas. J'ai envie de dire, j'en ai aucune idée. On voit que ce sont des gens qui veulent détruire la terre. Ils veulent dominer la terre. Mais la terre va se venger aussi. Vous pensez que la terre n'est pas au courant? Vous pensez pas que ce qui se passe ces derniers temps, c'est que la terre est en train de rassembler ses énergies? C'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas fuir que vous êtes les noirs. Comme les gens me disent, la nature a horreur du vide. La nature n'a pas horreur du vide. La nature n'a pas horreur du vide. Il y a des planètes où il n'y a rien. Rien de rien. Est-ce qu'il y a un problème? Mais non. Vos histoires de la nature a horreur du vide, moi j'ai envie de dire, ce sont des gens qui disent des choses qu'ils ont suivies quelque part. La nature n'a pas horreur du vide. Elle peut même s'en contenter des milliards d'années. C'est vous qui voulez combler quelque chose. Qui vous a dit que la nature voulait combler quelque chose? C'est vous. Alors vous direz partout, la nature a horreur du vide, la nature n'a pas horreur du vide. Vous êtes des menteurs. On vous l'a fait croire. C'est dommage. Bref, dans la nature se rappellera. Et c'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez ni fuir à gauche, ni fuir à droite. La nature va vous faire appeler à nous tous les noirs, qui nous sommes, de guerre ou de force. C'est-à-dire, même si on veut faire tout le cinéma qu'on veut faire, elle va nous le faire rappeler et nous allons nous en rappeler. Et la nature va créer les phénomènes nécessaires pour le faire. Donc il continue en disant, cette lutte a exigé l'héroïsme, a engendré l'héroïsme. Donc cette lutte imaginaire d'un ennemi imaginaire a donc créé une vision de sauveur, comme les Marvel, etc., qui ont donc engendré ce phénomène de sauveur, comme le sauveur, le coderme, etc. Donc l'imaginaire a engendré un phénomène imaginaire qui a fait d'eux des standards, des modèles de vie, des canons de vie. Et ils le savent. Je vous le dis, ils le savent. Ils le savent. Même vous direz le prolétaire du bas quartier, il est au courant. Le héros est ainsi devenu en Europe ce que le saint était en Asie. Et la vénération des héros est venue s'ajouter à la vénération des saints. Parce que pour ceux qui le savent très bien, les premières églises ont été créées en Syrie. Ce sont les premières églises. Et donc, pour dire vrai, les saints viennent, bon, de toute façon, l'Asie, l'Europe, c'est l'Asie de l'Ouest. Mais je pense que Kalonji lui-même, comme il était aussi un peu zigzag dans sa tête, il n'a pas très bien étudié la géographie ou compris les contextes géographiques. Donc, l'Asie, l'Europe, c'est l'Asie de l'Ouest. C'est une prolongation de l'Asie, c'est l'extrême de l'Asie du côté ouest occidental. Vous comprenez ce que je veux dire? On voit que, donc du côté qu'on appelle européen, donc l'ouest de l'Asie, c'était plutôt les héros, Héraclès, Achille, Axédon, les Armageddon, tous ces héros bizarroïdes, Augias, les Kalash, les Danaos, les Dédales, qui étaient les héros, dont les héros visions chrétiennes, etc. Bon, je ne connais pas trop les héros romains, mais c'était
C'était donc eux, c'est une vision, c'était leur modèle de vie, c'était leur modèle de réussite, un peu aussi comme à la viking, vous savez, les dieux et les héros vikings, donc qui ont été effectivement aussi des modèles de grandeur, de force de peuple de barbares. Donc ça a montré effectivement cette puissance, c'était des modèles, donc c'est ça, les héros qui engendrent l'héroïsme par leur action et bravoure. Et donc les saints qui, effectivement, issus des visions religionnaires, notamment les premières églises, et vous savez très bien que c'est de ce coin-là, Israël, qu'est née la juiferie, dans la vision juive, pardon, je veux dire, le judaïsme, excusez-moi, je disais la juiferie, le judaïsme, mais c'est la même chose, je m'en fous. Je suis pas comme Kanye West, donc moi je peux parler des juifs comme je veux. Je m'en contrebalance. C'est pas non plus comme si ils ont été les saints ni touches de la planète. J'ai envie de dire, si on raconte la vraie histoire des juifs, ils vont pas aimer, en fait. J'ai envie de dire, les aïons. Le judaïsme est né là-bas. La musulmanie est née là-bas. Le christianisme est né là-bas. Donc, c'est complètement dans cette partie persique, mésopotamienne, qu'est née, techniquement parlant, les visions religionnaires locodermiques qui se sont donc diffusées effectivement partout et qui ont fait en sorte que effectivement le langage conique se fait, puisque le saint, dans une large ampleur, le saint a une vision héroïque et le héros a une vision sainte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les deux idées se rejoignent, le saint et le héros. Nous en Afrique, on n'avait pas besoin de héros, ni de saints. Les héros n'existent pas. C'est-à-dire les héros sont des sauveurs, comme le sauveur Locodème. Ça n'existe pas. En Afrique, c'était le travail. C'était le travail, l'acharnement au travail, c'était la compréhension des nétéros. C'était ça, la vie. C'était pas des gens qui viennent et dont on va attendre. Oh, Héraclès, viens nous sauver, viens nous sauver. Zeus, pardon, descend de la terre. Yahvé, viens, Yahvé. Donc c'était ça. C'était ça pour eux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des gens qui stagnent. Quand tu stagnes, c'est parce que tu attends qu'une aide extérieure vienne. Alors que dans Kemet, dans Kamakachupa, c'était le travail. On savait que quand une situation t'arrive, c'est parce que tu n'as pas mis assez d'efforts ou c'est parce que tu as négligé des trucs. Il y avait toujours une histoire d'un phénomène où tu es quand même toi le responsable de ta propre destinée. Avec les gens qui viennent avec les héros, donc il faut attendre qu'ils finissent de tuer le dragon imaginaire. Je ne sais pas dans quelle contrée. Le temps qu'ils viennent, peut-être que vous êtes déjà tous morts, tués par je sais pas quel brigand. Donc, c'est ça en fait. La religion, c'est que vous vous appuyez sur des égrégores plus ou moins réels ou imaginaires qui, le temps d'attendre, on ne sait pas si vous allez mourir ou pas. Genre, je vais prier Jésus, je vais attendre qu'il vienne. Jésus ne viendra pas. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Il faut que tu ailles voir le médecin. Il faut que tu ailles voir le guérisseur. Mais comme tu es là en mode, je vais prier, je vais attendre, mais tu attends, t'es mort et tu meurs. Et tu meurs. Et c'est donc cette vision-là de la pauvreté mentale qui sont donc venus nous donner. Effectivement, pour que ça fonctionne, il faut avoir la foi, il faut avoir la détermination, il faut vraiment être à genoux à cette idéologie pour effectivement accepter cette vision en fait. Comme j'ai dit, je passe ces événements rapidement parce que j'ai déjà fait la séance. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas si vous aurez le courage d'aller suivre l'entièreté de la séance. Donc il dit, c'est à partir des nouveaux temps modernes, Neuzeit, nouveau temps, que l'Europe a commencé pour la première fois à saisir pleinement le sens de cette mission mondiale héroïque. Donc, c'est au nouveau temps que le locoderme, le caucasien de base, a compris quel était son rôle. Mais quel rôle? Et c'est ce rôle que je ne cesse de dire qui est un rôle imaginaire. Il se prend pour un héros. C'est comme quand Macron dit il va sauver l'Afrique. Mais il va sauver l'Afrique de quoi? De qui? De lui-même, de ses propres terroristes. C'est-à-dire, tu crées des terroristes et tu dis tu vas sauver les Africains des terroristes que toi-même tu crées. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point ça ne tourne pas rond dans leur tête. Vous créez le mal. Après, vous dites que vous allez sauver les terres et les gens dont vous êtes l'auteur de leur malheur. Vous voyez? Donc,
c'est pareil. Quand ils ont dit qu'ils sont les guardians of the world, donc des gardiens du monde qui se doivent de toujours jouer les gendarmes, mais en même temps, ils sont les terroristes. Donc ce sont les tueurs, mais en même temps les gardiens. Mais ils sont les gardiens de quoi? Du meurtre ou les gardiens de la sauvegarde de la terre? Ce sont des choses comme ça que j'aimerais entendre dans les chaînes panafricaines. Mais avec encore un peu plus de panache. Et que quand ils invitent les leucodermes dans leur chaîne, qu'ils disent ça en fait. Mais ils sont là mous et ils reçoivent les choses sans réplique. C'est dommage. Donc, comme certains qui disent, par exemple, en Afrique, sur la chaîne Afrique Média, peut-être qu'il y a des fans d'Afrique Média ici, mais je m'en fous, qui disent que il y a souvent les Turcs des Belges qui viennent. Ils vous disent, je me rappelle la dernière fois que j'avais suivi Afrique Média, un journaliste turc qui dit que ils ont reconnu leur péché. La Turquie avant, qui s'appelait l'Empire ottoman, avait fait des dégâts, etc. C'était l'esclavage et qu'ils ont reconnu leur erreur. Et la preuve même que c'est du passé, c'est parce que maintenant aujourd'hui, il s'appelle la Turquie. Nom de Dieu. Il s'appelle la Turquie. Donc, vous changez de nom et ça fait en sorte que vous changez de personnalité. C'est impossible. J'ai pas envie de raconter ce qui se passe en Turquie en ce qui concerne les Africains et ce que la Turquie projette même à longue échelle sur le continent africain. Donc, j'ai envie de dire, je vais m'arrêter là. Ça vaut de réfléchir derrière. Donc, il y a des choses comme ça. Le noir, lui, il est là en mode, après il écoute ce type de discours, il dit, oui, c'est pas une histoire que de l'Afrique qui souffre, c'est une histoire des peuples de la terre. Je veux dire, on n'a pas le même combat. Vous allez l'apprendre, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, vous avez compris, ils ont une mission mondiale héroïque et ils doivent sauver la terre. Ils doivent sauver la terre d'eux-mêmes, c'est-à-dire, ils sont les tueurs, mais ils doivent en même temps sauver la terre de leurs propres crimes. C'est comme Al-Qaïda qui est bizarrement une congrégation à la fois américaine, occidentale et des terres arabiques qui en même temps disent qu'ils luttent contre le terrorisme alors qu'en fait tous les deux ont participé à la même chose. Donc ils participent à la même chose mais ils disent qu'ils veulent lutter contre le terrorisme. Donc ouais, ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Mais c'est ça l'Occident, c'est-à-dire, même pas l'Occident, c'est ça le codermisme, c'est-à-dire ils n'ont aucun sens. Mais il nous parle de sauver la terre. C'est pour ça que quelque chose va arriver à ce peuple-là. Je ne sais pas quand, j'en ai aucune idée, mais quelque chose va les arriver. C'est-à-dire, on va entrer dans une phase de l'univers où eux-mêmes aussi, ça va aller de mal en pire pour leur propre sort qu'ils n'arriveront plus à maîtriser. C'est-à-dire, comme ils sont devenus fous. C'est ça que Frantz Fanon disait, le mystificateur mystifié. C'est-à-dire, le codème entré dans son rêve, où il se dit sauveur, sachant qu'il est en réalité le tueur, sachant qu'en fait c'est un peuple d'assassins, c'est un criminel, mais il veut se convaincre qu'il est un sauveur, mais en sachant très bien qu'il est en train de tuer, de mentir et de manipuler. C'est extraordinaire. On continue. Il dit car c'est avec les temps modernes que commence pour la première fois son âge technique, sa guerre de libération contre l'hiver. Donc, le coderme déteste le climat dans lequel il est probablement né, même si en même temps, je commence à douter qu'il soit né même sur la Terre. Donc, il déteste la nature parce que la nature l'a fait naître dans les conditions de l'obscurité, du froid glacial sibérien, etc. Et donc, il veut se venger de la nature. Il veut se venger du froid, il veut se venger du climat, il veut se venger du créateur, il veut se venger contre Dieu, il veut se venger contre Imana, il veut se venger contre la puissance divine, il veut se venger contre la vision divine, il veut se venger en fait. Donc il déteste le créateur. Et c'est pour ça qu'il défie la nature, qui est la puissance divine, qui est la divinité en elle-même. Ça, on ne le sait pas. Hein. Lui, il a tout dit, en fait. Je comprends aussi pourquoi on l'a interdit. C'est-à-dire, personne ne sait qui c'est, qui est Kalagi. Sauf ceux qui ont fait les recherches. Personne ne sait qui est Kalagi. J'ai envie de dire. Mais ils ont le livre de ce monsieur, en fait. Cet âge technique est en même temps l'âge du travail. Le travailleur est le héros de notre temps. Et son opposé, le bourgeois burger citadin, est plutôt
le parasite. Le but du travailleur est d'agir, celui du parasite est de profiter. Genießen. Si on va un peu plus loin, comme si j'ai déjà expliqué, en fait, le parasite, puisque le travailleur travaille, Carnegie ici voulait quand même essayer d'éviter de dire que le burger, c'est-à-dire le bourgeois, c'est un parasite. C'est vrai, le bourgeois est un parasite parce qu'il vit du parasitisme de ceux qui travaillent. Le bourgeois, c'est vrai qu'il y a des bourgeois travailleurs. C'est vrai qu'il y a aussi des prolétaires parasites. Parce qu'il y a des parasites à toute échelle, c'est-à-dire du côté pauvre, du côté riche. C'est pour ça que je n'aime pas parler des classes sociales. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est que les oligarques qui profitent des gens. Il y a les oligarques qui travaillent pour de vrai. Donc, il y a aussi des prolétaires qui ne travaillent pas. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que je n'aime pas vos histoires des classes sociales. Donc, des deux côtés, il y a des parasites. Il y a des parasites chez les riches. C'est-à-dire, ils vivent de l'argent que leur père a durement travaillé. Et il y a des parasites chez les pauvres qui profitent de l'argent de leurs frères, de leurs sœurs. Ils travaillent au quotidien, en fait. Donc, il y a le parasitisme des deux côtés. C'est pour ça que ce qu'il raconte pour moi ici n'a aucun sens. On va bientôt finir. Le problème politique et social du XXe siècle est celui-ci, rattraper le progrès technique du XIXe siècle. Parce que comme l'Allemagne, du moins le côté germanique, avait perdu la première guerre fratricide caucasienne, là elle était caucasienne, donc il y a des choses qui ont été ralenties du côté germanique. Et donc du coup, il fallait absolument rattraper ce phénomène. Effectivement, ils l'ont rattrapé jusqu'à l'avènement du Führer pour perdre encore. L'Allemagne, du moins les partis germaniques à cette époque avaient perdu la face et devaient tout faire pour se rattraper. On connaît plus l'Allemagne en tant qu'un pays technologique, un pays qui est rempli de bosseurs, c'est ce qu'on connaît, comparé à la France, qui est un pays de profiteurs. On peut un peu dire qu'ils sont des Genießen, c'est-à-dire des parasites, parce qu'ils profitent de l'Afrique, ils profitent du peu que l'aliénation du noir et la lâcheté et la peur qu'ont encore plusieurs représentants africains les permettent d'avoir. C'est-à-dire comme les compagnies françaises qui sont implantées au Sénégal, qui sont implantées en Côte d'Ivoire, qui sont implantées au Bénin, partout au Cameroun et même dans certains coins, c'est-à-dire en Martinique, dans les Caraïbes et dans les Papouasies, etc. Ils profitent, c'est-à-dire ils profitent de la puissance que leur permettent encore d'avoir le système CFA de Gaulle, effectivement, je dois le préciser, pour continuer à parasiter, à encore avoir du pétrole, du gaz, de l'électricité, de tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ce sont des potentiels et des vrais Genießen, au sens propre du terme, ce sont des parasites, ce sont des gens qui profitent. Donc, effectivement, l'Allemagne, qui avait déjà quand même perdu certains statuts après cette histoire de la guerre, donc avait travaillé dur, parce que pour remonter son armement, etc., avec l'histoire de Hitler, ça veut dire qu'ils ont beaucoup travaillé. Encore, Hitler était un Autrichien. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ils ont beaucoup travaillé pour rattraper ce retard et cette humiliation. Donc, il continue en disant, cette exigence de notre temps est rendue d'autant plus difficile que le développement de la technique s'accomplit sans pause à un rythme de plus en plus rapide. On commence à voir que, en se concentrant sur la technique, parce qu'on se dit qu'on n'a pas assez bien développé le monde de l'armement, c'est-à-dire le monde militaire, soit le monde économique, etc., en s'intensifiant dans ce domaine, donc on se rend compte effectivement que quand on y travaille durement, on va très très loin. Donc ils sont dans une course assez de vitesse. C'est pour ça que je dis là, le coup d'armée dans une course de vitesse, une vitesse effrénée qui va les conduire à la mort, en fait. Mais bon, on continue. Donc il dit que ça allait de plus en plus rapidement, sans pause à un rythme de plus en plus rapide par rapport au développement des humains et de l'humanité. Je dois toujours rappeler que lorsqu'il parle des humains et de l'humanité, il ne parle pas des Africains, il ne parle pas des Noirs, il parle de chez eux en fait. Donc comprenez-le en fait. Il ne faut pas être dans l'ambiguïté parce que je sais qu'avec vous, vous avez des problèmes de compréhension en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les Noirs qui ne veulent pas savoir ce que c'est que l'humanité en fait. Donc, c'est délicat. Hein. Il continue en disant, ce danger peut être contourné de deux façons. Ou bien l'humanité ralentit le progrès technique, ou bien elle accélère le progrès social. C'est-à-dire, ici, là, le Codemi avait un choix.
Soit ils décident ensemble de parler de leurs problèmes sociaux, le problème de leur société à eux, résoudre le problème de leur société. On est arrivé aujourd'hui au néolibéralisme, libéralisme surpuissant, LGBT, etc., conneries, vous savez tout ce que vit la société locodermique. Soit elle parle du progrès technique, c'est-à-dire on va de plus en plus dans l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes dans l'ère de l'innovation technique et futuriste numérique, algorithmique, humanoïde, métaphysique pour certains coins. Donc, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont développé leur société? Est-ce qu'ils n'ont pas leurs problèmes de société, puisque c'est une société qui va dans la technologie plus en plus avancée, mais qui socialement est de plus en plus dégradante. Donc, ils ont un problème qu'ils n'ont pas su résoudre. Parce qu'en fait, ce problème, ils n'ont pas pris au sérieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont dans la chute dans laquelle ils sont aujourd'hui. Parce que la peur du locoderme est qu'il ne veut pas s'étudier. J'ai déjà dit. Un peuple qui ne veut pas savoir qui il est va répéter le même mal chaque siècle, chaque fois, dans tous les siècles, chaque année. Et c'est la malédiction des locodermes. Parce qu'ils ne veulent pas admettre ce qu'ils sont réellement, alors ils vont refaire les mêmes comportements de leur propre génétisme, de leur biologie naturelle, qu'ils ne comprendront pas. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas voulu étudier ce qu'ils sont. Et parce qu'ils savent que s'ils étudient ce qu'ils sont, ça va les obliger à devoir commencer à faire des compromis. Or, ils ne veulent pas de compromis, puisqu'ils sont là pour la destruction. Et ils savent ce qu'ils sont. Mais la chose aussi est qu'ils ne veulent pas l'admettre publiquement. Donc, je répète, ou bien l'humanité ralentit le progrès technique. Mais ils ne peuvent pas ralentir le progrès technique parce que si vous ralentissez le progrès technique, donc vous allez commencer à dépendre des technologies. D'ailleurs, un peu ce que fait l'Afrique, c'est-à-dire, comme on est en déficit technologique, on dépend des technologies d'ailleurs, ce qui a été notre réel problème et notre erreur fatale. On a des génies dans le continent, dans le monde noir. Donc, ou bien elle accélère le progrès social. Sinon, elle perd son équilibre et se renverse, ce qui est déjà le cas. On est déjà dans cette situation-là. La guerre mondiale était un avertissement. La technique place donc les humains devant une alternative, le suicide ou l'attente. Verständigung. Donc, soit ils se suicident, soit ils sont dans l'entente. Or, le locoderme il ne sait pas faire la paix, il ne sait pas faire le partage. Même quand il dit qu'il essaie de lutter pour les peuples, etc., il y a toujours cette vision de l'insécurité et de l'égoïsme et de l'aigreur et de beaucoup de sentiments très, très, très obscurs. Et donc, effectivement, le locoderme, il n'est pas dans une optique de réconciliation réelle, puisque ce n'est pas pour cela qu'il est né, il a été constitutionnellement créé. Alors, c'est pour ça qu'ils ont choisi le suicide, c'est-à-dire la chute de leur terre. Ils ont choisi la mort. Qu'ils soient dans le progrès technique, ils mourront. Qu'ils soient dans le progrès social, ils mourront en fait. Dans les deux coins, ils sont voués à mourir, puisqu'ils ont osé défier. Ils ont osé défier la nature, ils ont osé défier le Créateur. Et ils font tout pour déstabiliser le Créateur. Tout, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ils essaient de trouver des planètes où vivre, mais en détruisant partout ce qu'ils passent. Donc ces gens ne peuvent pas vivre en paix quelque part. Même s'ils ne nous rencontraient pas, ils ne peuvent pas vivre en paix avec les autres espèces qu'ils auraient pu rencontrer. Le conflit ukrainien-russien, les guerres mondiales, tous les guerres et les conflits bactériologiques ont prouvé à quel point ces gens sont instables. Et ils ne pourront pas faire autrement que faire ce qu'ils savent faire. Même lorsqu'ils cherchent la paix, c'est avec des compromis bizarres. Même lorsqu'ils disent qu'ils veulent retrouver leur souveraineté, c'est avec les mêmes ambitions qui les ont entraînés dans la même situation en fait. On entend des souverainistes qui disent qu'il faut qu'ils réouvrent leurs turbines nucléaires, etc., leurs usines nucléaires. Or, cette usine nucléaire travaille avec quel type d'énergie? D'où
d'où est-ce que cette énergie vient? Ça ne vient pas du Niger, où des gens subissent les émanations radioactives. Ils parlent de Total, machin, énergie. Ils savent d'où vient cette énergie. Ça vient de Kama Katiopa. Ce sont des suceurs de sang qui ne savent pas qu'ils sont des vampires. Ils ne savent pas. Mais ils savent qu'ils ont besoin d'énergie, mais ils ne savent pas en même temps qu'ils sont des vampires. Tellement ils sont dans leur rôle imaginaire. Et tellement ils sont piégés dans leur propre rôle imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne suis pas là pour sauver le locoderme. On a beaucoup trop de problèmes. Et on ne va pas sauver les locodermes. Alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes. Et eux-mêmes vont se sauver eux-mêmes. S'ils ont envie de se sauver eux-mêmes. Et ça ne nous regarde pas. Donc, il dit, c'est pourquoi le développement du monde dans les décennies à venir sera sans précédent. Les déséquilibres actuels dans l'organisation technique et sociale conduira soit à une catastrophe destructive, ce qui est déjà le cas, soit un progrès politique qui laissera derrière lui tous les modèles forbidders historiques en termes de rapidité, de précision, et qui ouvrira une nouvelle page de l'histoire humaine. Et quand il parle de l'histoire humaine, il parle de leur histoire à eux. Quand il dit humain, il ne parle pas de nous. Nous, il le dit, on est les peuplades. Comprenez-le. Donc, qu'est-ce qu'il dit par là? On va aller rapidement. En fait, il essaie de dire ici que soit il chute, dont le suicide ou l'entente, soit il chute. Il part dans les déséquilibres, ce qu'on voit aujourd'hui, soit il renonce à tout leur modèle démocratique, etc., satanisme, etc., pour effectivement ouvrir une nouvelle page. Mais toujours dans la discrimination raciale, etc., vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas non plus renoncer à leurs valeurs, puisque ce sont ces valeurs-là. C'est l'esclavage, c'est la négrophobie, c'est tous ces phénomènes qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait qu'eux soient les modèles de l'univers. Vont-ils renoncer à ce qu'ils appellent la suprématie blanche? Non. Quand même, en Afrique, aujourd'hui, même si on vous raconte ce qu'on vous raconte sur la France, il y a quand on voit le locoderme, il y a des Noirs. Il y a des Noirs qui sont tout émoustillés. Ils s'en vont câlinotant, gentillonnant, susurrant, comme disait François Non. Donc, vont-ils renoncer à tout cela parce qu'il faut changer de modèle pour ne pas s'autodétruire? Sont-ils prêts à cela? Pour dire vrai, au fond, non. Moi, je le dis sérieusement, non, en fait. Et quand vous suivez, que ce soit les gens d'extrême droite locodermique, pas de tous les partis locodermiques, moi, je ne suis pas limitée à l'Europe, tous les partis locodermiques, que vous voyez les gens de l'extrême gauche, du centre locodermique, ils ne peuvent pas. Comprenez? Est-ce que nous, on va comprendre ça? Quand on dit qu'on est pour le peuple français, moi, je ne suis pas pour le peuple locodermique ou les peuples de la terre. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas dedans, en fait. Je ne suis pas dans l'humanité. Et je m'en fous que les gens trouvent ça bizarre. Je ne suis pas dans l'humanité. Et je ne suis pas pour les combats des peuples. Chacun sa guerre, chacun ses problèmes. Et chacun assumera les conséquences. Et donc, on le sait, ils ne vont donc pas abandonner le privilège. Et il dit ceci. Comme la technique ouvre de nouvelles voies à l'impact, Stoffkraft, humain et à l'héroïsme, la guerre commence à jouer son rôle historique dans la conscience de l'humanité. Donc, c'est-à-dire la guerre dans l'histoire de locoderme, la guerre va recommencer à jouer son rôle le plus primordial. Parce que le locoderme aime la guerre. Il aime la guerre. Il aime quand les gens souffrent. Il aime voir les gens qui meurent. La guerre est le moment où le locoderme retrouve sa jouissance. Si on peut même dire le mot, c'est vrai. Il jouit lorsqu'il y a la guerre. C'est vrai qu'il y a d'autres qui vont dire, oh là là, c'est terrible. Il y a des gens, c'est la guerre en fait. La guerre permet de réinstaurer un nouvel ordre. Ça réinstaure un nouvel ordre. Et donc, s'ils gagnent cette guerre, alors ils savent que leur ordre va être replacé et ça va même s'intensifier parce qu'ils sauront qu'ils ont la victoire et qu'ils ont eu la victoire. C'est pour ça qu'à chaque moment de changement d'air cruciaux, ils doivent créer la guerre. Ils doivent créer des déstabilisations. Le locoderme aime la guerre.
La guerre n'est pas obligée d'être sanglante physique. Elle peut être morale, elle peut être spirituelle. Ils ont gagné quand même la guerre spirituelle et morale. Regardez les Noirs, chrétiens ou musulmans, juifs, sectaires, rose-croix, illuminati, satanistes, conneries. Aucun, du moins rares sont ceux qui sont retournés à la spiritualité de leurs ancêtres, qui est l'originel et qui est celle qui a créé les copies plagiaires que nous voyons aujourd'hui. Rares sont ceux qui savent lire les Medonetero encore. Rares sont ceux qui sont motivés à abandonner les illusions christianiennes. Rares sont ceux qui comprennent la motivation réelle. Et parmi les panafricains, beaucoup sont dans l'ambiguïté. C'est pour ça que j'ai dit que ce combat n'est pas pour les blagueurs. C'est pas tout le monde qui peut être là, en fait, et qui peut dire ça profondément. Ce n'est pas tout le monde. Donc, ils ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de créer les conflits à chaque moment. C'est vrai que l'industrie de la guerre, c'est de l'argent, en fait. Des milliards chaque année. Des familles s'enrichissent par la mort d'autres, par la déstabilisation, par le terrorisme. Les gens s'enrichissent. Si la guerre s'arrête, alors la technologie qu'ils ont essayé de faire avancer, ça servira à quoi? Puisque toutes les technologies, au fond, ça cache les technologies de la guerre, du génocide. Les gens se sont spécialisés dans le travail de poison, en fait. Des armes létales. Des armes biochimiques intensement toxiques. Vous imaginez les gens qui ont passé des décennies, on va leur dire qu'il faut arrêter ça parce qu'on va arrêter la guerre, vous êtes malades. Il y a des gens qui vont même tuer des gens parce qu'on leur dit d'arrêter de créer des armes de destruction massive et des armes bactériologiques. Il y a des gens, ils veulent voir des gens mourir. Moi, je vous le dis, il y a des gens, ils veulent voir des gens mourir. Et comprenez que ces gens, ils veulent voir des gens mourir. Il y a d'autres, c'est pas forcément l'argent qui les intéresse, c'est le fait de voir des gens qui pleurent, qui crient. Parce que eux déjà, ils se sentent à l'abri de leur coin. Mais eux, ça les fait... Il y a un plaisir malsain à voir ça. Donc, la guerre qui est dans l'histoire génétique du Leucodéon va retrouver donc sa place pour leur permettre de trouver cette nouvelle voie, en fait. Et de permettre également de montrer leur prouesse technologique et montrer à quel point ils ont été savants et travailleurs durant ces derniers temps. Pour remettre en place effectivement leur conscience de l'humanité leucodermique. Donc il dit son héritier est le travail, donc il faut travailler. Un jour, l'humanité s'organisera pour unanimement arracher à la terre ce qu'elle lui soustrait encore à l'heure actuelle. Donc, il dit ceci. Nous, on n'a rien, c'est-à-dire les Kamites, les Noirs, les Africains, malgré tout, malgré les aliénés, on n'a rien à en vouloir à la terre. C'est-à-dire, nos ancêtres ont vécu plus de 400 000 ans, 500 000 ans sur cette planète Terre, sans vouloir unanimement arracher à la terre ce que la terre lui a soustrait, parce que la terre n'a rien soustrait aux Noirs. La nature, Nétéro, la vision divine, a appris aux Noirs à travailler pour se nourrir, à travailler pour avoir ce qu'il doit avoir, à comprendre l'univers. Or, le Leucodéon, lui qui vient d'un univers froid, toxique, criminel, d'insécurité entre eux et d'envie pervers entre eux, ne connaissent que cette modalité de vie. C'est même en famille, même entre eux, ils ne connaissent que ça. Pour eux, la terre leur empêchait de vivre de façon claire et heureuse. La terre est un problème. La terre, qui est une réalisation du Créateur, est un problème. Alors, il dit ceci. C'est bête, mais tout est là. Un jour, l'Union caucasienne, je pense même l'Union leucodermique, yeux bridés caucasiens, les Arabes, dont les Hindous, les Hébreux, les Juifs, tout ça, vont un jour unanimement, ils vont s'associer, comme les coalitions qu'ils ont faites,
ils vont s'associer un jour, c'est-à-dire un jour, ils vont un jour trouver un terrain d'entente pour unanimement arracher à la terre ce que la terre lui a soustrait. Faut pas oublier cette phrase. Il faut pas l'oublier en fait. Je vais peut-être la découper et faire une mini vidéo sur ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est très intéressant ce qu'il a dit là. C'est très intéressant. C'est là le cœur du sujet en fait. C'est là le cœur du sujet. La terre est leur ennemi. Et un jour, ils s'entendront. Ils s'entendront un jour. Comme ils l'ont fait dans le passé. Comme ils l'ont fait dans le passé, c'est-à-dire, depuis le lac Baïkal, ils se sont séparés. Les autres sont partis en Asie de l'Ouest. Et les autres sont partis en passant par la Mongolie et tout. Donc, il se peut que un jour, si on ne fait pas attention, si on ne les observe pas, il se peut que ça recommencera. C'était quand même déjà une prémonition du futur de ce que la leucodermie projette. C'est peut-être pour ça que ce livre n'a pas été... Voilà. Dès que cette compréhension sera atteinte, toute guerre deviendra une guerre civile et tout meurtre un meurtre. Alors l'âge de la guerre paraîtra barbare, tout comme l'âge du cannibalisme aujourd'hui. Alors, toute guerre deviendra une guerre civile, tout meurtre un meurtre. Ici, c'est clair. Ces gens sont des assassins. Toute guerre deviendra une guerre civile. Donc, il y a la guerre au sens global, mais cette guerre, ils vont la créer dans plusieurs points. Elle deviendra une guerre civile, c'est-à-dire dans chaque coin, les gens s'entretueront entre populations, et entre populations, ils essaieront de se manger au cas où, etc. Ça ramènera des valeurs leucodermiques que sont le cannibalisme, la zoophilie, des choses cachées, etc. Des crimes pervers du jamais vu. C'est écrit par un noble. C'est un noble, vous comprenez? Voilà, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris cette lecture de rappel. C'était une lecture de rappel. Mon introduction a été quand même assez longue, voilà. Mais bon, la lecture de rappel c'est faite. Je vous remercie. N'hésitez donc pas à liker, à partager la podcast channel si ça vous intéresse, si vous aimez la philosophie kamite que je vous partage, parce que c'est vrai que les gens ils n'aiment pas trop ce type de séance, ils n'aiment pas ce type de chaîne. Je sais, je suis assez consciente que les gens n'aiment pas ce type de discours et qui trouvent ça un peu bizarre à la fin. Essayez de savoir qu'aujourd'hui, on est dans une vision, il faut quand même dépasser une certaine limite. C'est mieux que d'écouter les Alain Foucault, que d'écouter des gens qui racontent des trucs bizarroïdes, les gens de l'ambiguïté, les gens confus, les gens pas très clairs. Il faut vous dire la vérité. Moi, je dis, si on continue à parler dans l'approximatif, beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup ont du mal à comprendre. Beaucoup ne comprendront pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas lutter contre la négrophobie. Parce que c'est eux, en fait. Ils sont comme ça. Ce sont des gens qui vivent comme ça. Et si vous ne comprenez pas qu'ils sont comme cela, c'est-à-dire ils sont négrophobes de nature, et ils détestent la création du Créateur, pourquoi est-ce que... Bref, je suis fatiguée. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la podcast. Et comme je ne sais pas très bien faire les conclusions, je me perds toujours à la fin. Je vais vous laisser dans Vibala, en fait. Vibala.